Alors on a un problème d'accompagnement. Parallèlement, il y a eu quand même des avancées très très importantes dans le département de la Meuse, où grâce à la région Grand Est, on va fibrer, c'est-à-dire donner accès au débit à toute la population. Il y a déjà les 3/4 des communes où c'est le cas, il y en a encore un quart et ça va être réglé d'ici un an et demi maximum. Bon. Donc le haut débit, c'est partout dans le département, grâce à la région Grand Est et aussi un peu au soutien de l'État. Deuxièmement, on a la question de la téléphonie mobile. Il y a des implantations à peu près de 30 à 15 nouveaux pylônes chaque année. C'est évidemment, ça fait partie des sujets que je suis en permanence avec les élus locaux. Et je pense que la fracture numérique dans le département de la Meuse va être totalement réglée maintenant, ces prochaines années. C'est clair. Ceci dit, on a un vrai accompagnement, vous avez raison de le signaler, des populations, notamment en difficulté. Et je regrette vraiment qu'il n'y ait pas suffisamment d'humains dans les services publics. Certes, l'État a mis en place des maisons de services publics, mais les maisons de services publics ne sont pas encore opérationnelles partout, c'est pas partout sur le territoire. Et moi, je me bats vraiment pour que partout, on puisse renseigner les gens par téléphone ou notamment par les accueils. C'est encore scandaleux, notamment, il y a encore des difficultés dans les services des impôts dans le département, c'est le cas de la CAF, et c'est le cas aussi de beaucoup de demandes qui sont très très complexes. Moi ici à ma permanence, par exemple, j'ai en moyenne 2 ou 3 personnes qui viennent me voir par semaine pour essayer de régler leurs problèmes leurs problématiques d'accès aux services qui sont quand même très très compliqués. Ça doit être une priorité. Je me suis beaucoup battu lors du mandat précédent pour rappeler cet impératif à l'État. Il y a eu des choses de fait, mais franchement, on est encore très loin de la coupe aux lèvres sur ce sujet. Eh ben d'abord, insister sur le fait que les déserts médicaux, malheureusement, ils existent partout en France. Moi, j'ai ma fille qui est urgentiste à Aurillac, dans le Cantal. C'est partout en France. Le vrai problème, c'est qu'on ne recrute pas assez de médecins, on n'en forme pas assez. Et là, sur ce plan-là, on nous a raconté un petit peu n'importe quoi en disant ces dernières années, on a supprimé le numerus clausus, c'est-à-dire qu'on ouvre les concours. La réalité, c'est qu'on n'a pas ouvert de postes de façon plus importante. On a perdu 5 ans. On aurait pu déjà régler la moitié du problème, sachant que les médecins, ça se forme en 10 ans de temps. C'est pareil pour les infirmiers, c'est pareil pour les kinés. Et il faut donc faire en sorte que dans les écoles, quand on passe des concours, il y ait beaucoup plus de postes d'ouverts. C'est un sujet que je vais évoquer, une des premières priorités, quand je serai élu dans quelques jours à l'Assemblée nationale, c'est de rappeler ces obligations au gouvernement, sinon on ne va jamais s'en sortir. On est obligé de continuer à de recruter de la main-d'œuvre étrangère, tant mieux, heureusement qu'ils sont là, mais ça ne règle pas le problème. Donc ça, c'est un des premiers sujets. Le deuxième sujet, c'est qu'il faut redonner de l'autonomie aux hôpitaux pour qu'ils puissent recruter le personnel dont ils ont besoin. C'est scandaleux, ce n'est pas le cas actuellement. Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai un de mes amis qui est au long séjour à Bar-le-Duc, qui souffre de diabète, il a une jambe coupée, il n'y a plus de kiné depuis 8 mois. Quand j'appelle le directeur de l'hôpital me dit, moi, je suis normé, c'est-à-dire que j'ai une impossibilité de payer 3, 4, 500 euros de plus un kiné sur notre territoire. Si on me donne de la souplesse, je peux recruter le personnel. Et donc, il faut redonner de l'autonomie aux établissements de santé, comme il faut d'ailleurs redonner de l'autonomie partout sur le territoire, parce qu'on a quand même des solutions pour avancer sur ce sujet. Et enfin, s'agissant notamment des hôpitaux et la problématique de l'hôpital de Finvel, évidemment, je me bats pour faire en sorte que cet hôpital reste et cet hôpital restera. J'ai eu encore donc le directeur du groupement hospitalier au téléphone hier pour refaire le point sur le sujet. J'ai alerté l'agence régionale de santé. On m'a dit qu'il n'y avait pas plus de psychiatres actuellement, qu'on allait mettre un renfort ces prochains mois pour faire en sorte que le service, évidemment, continue. Et le service va continuer. On m'a dit qu'on était sur le point de recruter d'autres psychiatres intéressés par le poste. Tant mieux, mais évidemment, je vais suivre ça comme je suis l'ensemble des dossiers de santé sur le département. J'ajoute qu'à la question également des maisons médicales, il faut faire en sorte qu'on se développe les maisons médicales de façon à attirer encore beaucoup plus de professionnels sur nos territoires. Ça va être long parce qu'on n'a pas tout fait. Moi, ce n'est pas de ma responsabilité, je ne fais pas partie de la majorité, mais je le rappellerai. Mais en même temps, par de la souplesse, je pense, et du suivi, il faut le faire. C'est ce que je fais en permanence sur notre territoire.
Non, il y a un vrai sujet qui est de suivre les conditions de sécurité de tout ça. Je rappelle que dans les lois respectives qu'on a votées, on a voté le principe de la réversibilité, c'est-à-dire la possibilité pendant un siècle d'aller en permanence rechercher les déchets nucléaires si on se rendait compte qu'il y avait un problème. Ben, il appartient à nos concitoyens maintenant de pouvoir suivre, dès qu'il y aura ce stockage des déchets nucléaires, les conditions de sécurité. C'est à nous de nous approprier ce sujet. Évidemment, s'il y avait le moindre problème en termes de sécurité, je serais le premier à me manifester pour faire en sorte qu'on retire les déchets nucléaires. Je pense que ce n'est pas le cas. Je pense qu'il y a réellement toutes les conditions de sécurité, mais il faut être vigilant en permanence, et je suis vigilant. On voit bien que le développement du nucléaire et de l'électricité, c'est indispensable dans notre pays, puisqu'il faudra, dans quelques années, ne plus rouler avec des voitures thermiques pour protéger l'environnement. Et quels que soient les modes de transport, si c'est de l'hydrogène, c'est à base d'électricité. Si c'est des batteries, c'est à base d'électricité. Donc on aura besoin d'électricité. Le département de la Meuse, et d'ailleurs celui de la Haute-Marne, a courageusement accepté que les déchets nucléaires soient stockés sur notre territoire. Très bien, il faut qu'il y ait des contreparties en matière de développement. C'est important. Moi, je souhaite vraiment que maintenant les travaux liés au démarrage de Bure démarrent très très rapidement. Il y a la construction d'une ligne de chemin de fer, il y a la construction notamment d'un système pour ramener de l'eau, il y a la construction d'un grand transformateur électrique. Il y a déjà 200 millions d'euros de travaux à réaliser dès maintenant. Eh bien, nos entreprises qui se portent d'ailleurs très bien dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, et partout d'ailleurs dans le département de la Meuse, aussi dans le nord de la Haute-Marne, parce que je rappelle qu'on est à 6,5 de taux de chômage, c'est-à-dire très très faible, eh bien, il faut faire en sorte que ces entreprises soient rassurées et que ce soit ces entreprises demain qui aient réellement le travail, et pas que ce travail soit confié à des grandes multinationales qui vont arriver avec de la sous-traitance, notamment de main-d'œuvre de pays de l'Est, pour faire ces travaux. Bon, on a besoin vraiment d'entraîner l'ensemble de ces entreprises pour que ces entreprises aient du travail à très très long terme et du travail évidemment bien rémunéré. Il y a la question également de l'accompagnement de tout le territoire. Notamment, je suis quand même très frappé de constater que l'État reprend dans une poche ce qu'il a mis dans l'autre. Notamment, il soutient les collectivités et les communes de proximité par des dotations particulières, par notamment le GIP, mais parallèlement, il retire les dotations de l'État aux communes. Donc c'est un sujet qu'il faut qu'on règle tout de suite, parce que moi je vois beaucoup de communes me disant c'est pas possible, on a globalement moins de moyens qu'auparavant. J'avais rappelé cette priorité notamment à la préfète qui coordonne CIGEO, je l'ai rappelé au ministère avec mes collègues parlementaires, notamment les deux sénateurs et amis, et également avec le président du département et le président de la région. Je prendrai l'initiative pour organiser très rapidement une réunion à Paris avec le ministère en charge notamment de l'énergie pour dire qu'il faut vraiment que ces moyens pour nos collectivités soient pérennisés maintenant. Et si nous obtenons à la fois ces moyens en termes de développement, si nous obtenons aussi des moyens d'accompagnement en termes de services, et si nos entreprises ont beaucoup de travail, eh bien le chômage qui est quand même très faible, va encore diminuer, et on est en capacité maintenant d'atteindre le plein emploi dans notre département, ce qui était quand même complètement impossible ces dernières années. Moi qui milite depuis des années dans le département de la Meuse, vraiment, quand on visite les entreprises, il commence à y avoir plein de travail. Là, on a de la chance pour faire en sorte que, à travers ce projet et d'autres, eh bien, ce développement puisse continuer, que ça puisse attirer des jeunes, et tout ça, c'est très très bien pour l'activité de notre département. Je constate et je regrette, et ça, c'est la conséquence directe du centralisme et du fait qu'on ne nous fasse pas confiance, que les Françaises et les Français ne font plus confiance aux gens qui les représentent. Aux élections présidentielles, 30% d'abstention, 10% de vote blanc, plus tous les extrêmes. Enfin, on commence à être un pays de fous. Un pays de fous. La crise des Gilets jaunes, si on n'avait pas eu l'armée et la police, on aurait eu notre révolution orange, comme il y a eu en Ukraine il y a quelques années ou dans les pays d'Afrique du Nord. C'est ça la réalité. Et pourquoi les gens sont dans cette situation? C'est simplement parce qu'on a un État qui décide de tout en permanence, qui ne nous fait pas confiance, et on a vraiment un problème de déficit d'écoute. Moi, je réclame d'abord le Parlement puisse réellement jouer son rôle demain. J'espère que ça va être le cas, parce que je ne suis pas certain que le président Macron aura une majorité absolue, et dans ce cas-là, on sera obligé de discuter avec nous, et tant mieux. Il faut un rééquilibrage du Parlement, il faut un choc de décentralisation dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'écologie, dans le domaine des transports. Les collectivités, comme partout en Europe, sont en capacité de décider elles-mêmes. Il faut un choc
choc de simplification pour que les petites entreprises, commerces, artisanat, ils aient moins de contraintes que les grands groupes. Ça paraît tellement évident. Ben non, en France, quand on signe une convention collective, c'est les grands groupes qui sont majoritaires et ça s'applique aux petits groupes. Et on voit bien qu'on marche sur la tête si nous ne nous engageons pas dans un choc démocratique et de simplification. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Qu'on ait un Le Pen ou qu'on ait un Mélenchon au pouvoir, ça ne changera rien. Il faut vraiment qu'on s'engage dans ce domaine et c'est vraiment un de mes combats.